C'est génial. Bonjour. Marion est née en Roumanie en 1976 sous la dictature de Ceausescu, un régime totalitaire où l'avortement était interdit, la contraception réprimée. Abandonnée par sa mère à sa naissance, elle est placée dans un orphelinat. C'est à l'âge de 6 ans qu'elle est adoptée par un couple de Français. Quand en 1989, elle assiste en direct à la télévision à la chute du dictateur roumain, elle prend conscience qu'il faut rechercher ses origines. S'en suivront 25 années de quête dont elle témoigne dans un livre poignant. Elle est mon invitée aujourd'hui. Je suis très heureuse de la recevoir. Bonjour Marion Leroy d'Agen. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être aujourd'hui en direct sur le Figaro. Ce 15 février paraît L'enfant et le dictateur. Pourquoi vous avez souhaité raconter votre histoire dans un livre ? Parce que pour moi, j'estime que j'ai bouclé la boucle sur mon cheminement qui a duré plusieurs années, comme vous venez de l'évoquer. Et puis parce que moi j'ai eu la chance aussi de trouver toutes mes réponses et j'avais envie de le raconter à travers ce livre. Et par chance j'ai trouvé un co-auteur, Xavier-Marie Bonneau, qui l'a parfaitement raconté sans être dans le misérabilisme. Et c'est ce que je voulais. Et surtout, je voulais à travers mon cheminement aussi qu'on raconte d'autres parcours. Parcours de mes parents, oui. Et puis aussi de ma famille biologique que j'ai eu la chance de retrouver par hasard aussi. En Roumanie, bien entendu. Ouais. Sur la photo de la couverture, on voit l'image d'une enfant. C'est vous, cet enfant ? Oui, c'est ma première photo. Oui. C'est la première fois que mes futurs parents venaient me rencontrer. Donc j'ai 4 ans et c'est une photo volée aussi. Parce qu'à l'époque, il était interdit de prendre des photos. Donc, c'est mon père. Oui. Ouais, c'était interdit. Donc, mon père a eu la chance de faire vite. Et dans cette photo, il se passe beaucoup de choses. Alors, j'ai pas trop de souvenirs de ce qui se passait à ce moment-là, mais je pense que je prenais conscience que peut-être il y avait une nouvelle vie qui allait commencer. Voilà. Alors vous faites partie de ces milliers d'enfants abandonnés dans les orphelinats roumains dont l'Occident a découvert l'existence après l'exécution de Ceausescu en 1989. Pour beaucoup, ces institutions sont des mouroirs dans lesquels les enfants sont livrés à la violence des nourrices, sans apprentissage de l'école, on va dire, sans apprentissage de la lecture, ni tendresse, ni caresse. Quel souvenir vous reste en mémoire de ces 6 années passées dans cette institution dans laquelle vous étiez avant d'être adoptée à l'âge de 6 ans ? Alors c'est vrai que moi j'ai été placée dans 2 institutions spécialisées. En fait, en Roumanie, c'est ce que j'ai expliqué dans le livre, les enfants âgés de 0-3 ans étaient placés dans des ligues, des pouponnières. Et après, il y avait une commission d'État qui venait dans les institutions pour faire une sélection des enfants qui vont bien et ceux qui sont moins bien, c'est-à-dire les enfants soit du diable, soit des enfants irrécupérables. Qui sont handicapés, qui ont des malformations physiques, psychologiques. Le moindre strabisme. Voilà, moi, je suis passée à travers les gouttes, on va dire. À travers les gouttes Et les enfants irrécupérables allaient dans les cabines hospitales, c'est-à-dire les hôpitaux psychiatriques. Et ceux qui étaient, on va dire, en bonne santé, allaient ensuite dans les cases à décopie. Comment on explique ce phénomène des abandons d'enfants en Roumanie qui était comptabilisé en milliers, ces pouponnières qui ont été créées par Ceausescu, comment on l'explique? Ça fait un petit retour en arrière. C'est vrai que moi je retiens deux lois sous le régime de Ceausescu, la loi de 66 qui est vraiment l'interdiction de l'avortement et de tous les moyens contraceptifs. Et la loi du décret 70, où il était dit « faites des enfants, l'État s'en chargera », dans l'objectif de relancer la natalité. Qui était très faible. Qui était très faible. Dont il estimait qu'elle était faible, en tout cas. Qu'il estimait, et c'était... je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était... l'État devait prendre... possession de la vie de l'enfant par rapport à la famille. Et c'est ce qui s'est passé. Alors après, je me suis posé la question, parce qu'il demandait quand même qu'il y ait 5 enfants par femme.
si ils ont été débordés en fait par tous ces abandons et qu'ils se sont trouvés complètement démunis dans les institutions par manque de personnel. Oui, c'est ce qui fait qu'on retrouvait ces enfants livrés à eux-mêmes sans soins, parce qu'évidemment, il n'y avait pas assez de personnel soignant et d'encadrement pour pouvoir justement les bercer, les prendre dans les bras, s'occuper d'eux, tout simplement. Oui, il y a eu beaucoup de créations d'institutions. Je crois qu'à l'époque, il y en avait peut-être 600. Et il y a des institutions qui pouvaient accueillir jusqu'à 1200 enfants, ce qui est énorme. On comptait peut-être une personne, une adulte pour 50 enfants. Donc, il est évident qu'une adulte ne peut pas s'occuper d'autant d'enfants, évidemment. C'est pas possible. Alors, Nicolae Ceausescu est un homme que vous n'avez jamais croisé, ni même vu de loin en réalité. Pourtant, il domine la part sombre de votre existence. Qu'est-ce qu'il représente, ce personnage, à vos yeux? Alors moi, j'ai eu beaucoup de haine envers ce couple, moi, je dirais. Oui, sa femme, Elena, a été sa femme aussi, qui, avant, elle s'appelait La Douce. Lenitsa, c'était son vrai prénom. Et elle a préféré changer parce que son prénom était trop commun. Donc, elle a changé son prénom, Elena. Mais c'était un couple, on se demande comment ils ont pu arriver au sommet du pouvoir. Parce qu'ils étaient, ils avaient très très peu de diplômes. Mais paradoxalement, il m'a donné aussi cette liberté, parce que c'est lui qui a signé mon autorisation d'adoption. C'est lui qui signait les papiers de sortie des enfants du pays pour être adoptés par Donc il m'a donné aussi cette liberté, donc... C'est paradoxal, mais aujourd'hui, ce que je me rends compte, parce que moi je suis partie, ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que je fais beaucoup de voyages en Roumanie. Ça a été mon cheminement, cette quête d'identité, cette quête de compréhension de mon histoire. Et je me rends compte que cette dictature a laissé d'énormes traces au niveau du peuple et qui touche plusieurs générations. Donc c'est ça qui me touche énormément. C'est vrai qu'en 89, j'avais 13 ans, mais je me suis dit, c'est bon, il n'y a plus la dictature, donc la Roumanie, c'est devenu comme un autre pays, comme la France, tout va bien. Et puis, non, pas du tout. Non. À l'âge de 6 ans, vous en paraissez 4, vous souffrez de malnutrition, vous ne savez même pas faire un dessin, on vous n'a jamais appris. Qu'est-ce que vous seriez devenu si vous n'aviez pas été adopté par ce couple de Français? Je me suis posé la question. Je pense que j'aurais fugué l'institution. Me connaissant, je pense que j'aurais fugué. J'aurais trouvé un moyen pour fuir. C'était quand même... c'était comme des prisons. On était tout le temps enfermés, les uns sur les autres, où on n'avait pas de moments à nous, d'intimité. On n'avait rien. On n'avait pas d'objets personnels. C'était toujours la collectivité, Et c'est ça qui moi, je ne supportais plus. Et puis, il y a quand même aussi le traumatisme de l'abandon, de la séparation. Le pourquoi on a été une enfant abandonnée. Ça c'est vraiment des questions qui m'ont hantée pendant des années. Mais je pense que j'aurais trouvé un moyen de fuir. De vous révolter et de quitter ces... Quitte à rechercher peut-être ce fantasme de parents biologiques. Peut-être que j'aurais fait aussi ma quête. D'une façon ou d'une autre en restant là-bas. Oui, je pense, Vous dites que vous avez rencontré un papa et une maman le jour où vous avez été adopté, en décembre 83. Est-ce que vous vous souvenez de cette première fois où vos parents adoptifs sont venus vous voir? Vous l'avez évoqué tout à l'heure un peu brièvement. Oui, je me rappelle. J'attendais dans le bureau de la directrice et je vois ce couple que je trouvais très beau, surtout mon père. Je sentais en eux de la bienveillance. Et en fait, dans cette adoption, eux, ils sont venus m'adopter, on va dire, mais moi, je les ai adoptés aussi. Et c'est ça qui fait que je pense qu'il y a eu un coup de foudre réciproque. Et que, voilà, moi, je pense que ça m'a donné aussi la force. Oui, parce qu'il s'est passé 2 ans entre le moment où ils sont venus la première fois et le moment où ils sont venus chercher définitivement. J'ai attendu 20 mois avant d'arriver en France. Donc, mais comme je savais qu'ils étaient là et que, au fond de moi, j'espérais, mais j'étais persuadée qu'ils reviennent me chercher. Donc, ça m'a donné la force pour
pour continuer à vivre en Casa des Copies. Alors vos parents s'appellent Edith et Robert. Oui. En quelques mots, si vous deviez les définir, qu'en diriez-vous? Edith et Robert? Ah, c'est vrai que dans le livre, je parle un peu de regrets sur notre relation, surtout avec mon père. On était quand même dans une espèce de communication très très violente. Parce que bon, moi j'avais ma fierté. Des personnalités un peu semblables, hein? Oui, on était vraiment semblables. Lui, il avait ses souffrances, il avait son vécu, son histoire. Et puis une génération aussi, c'est tais-toi et avance, de non-dit. Et moi j'étais un peu aussi pareil parce que quelque part j'avais toujours peur d'être abandonnée aussi. Oui. Donc on se faisait violence et on gardait tout à l'intérieur de nous. Et ma mère, c'est quelqu'un de très doux et qui a supporté beaucoup de choses aussi. Oui, parce que vous parlez de cette angoisse d'être abandonnée. À elle aussi, vous avez eu ces rapports un peu conflictuels avec elle au début. Vous aviez... L'image des femmes, pour vous, était très marquée par les nourrices qui vous avaient acariâtres, c'est le mot que vous utilisez, qui se sont occupées des enfants comme vous. Donc vous aviez une méfiance vis-à-vis des femmes. Oui, c'est vrai que j'en avais un peu ras-le-bol d'être, on va dire, suivie par des femmes que je disais même presque, pour moi c'était des hyènes enragées parce qu'elles étaient tellement violentes, pas du tout maternantes. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai vu mon père, de suite, je me suis attachée à lui. Et par rapport à ma mère, je sais que ça a été très très difficile pour elle. Et elle m'en parle encore, mais je trouve que c'est très bien d'ailleurs, que pour elle, elle était aussi dans ce fantasme de se dire, voilà, au début, eux, ce qu'ils voulaient, c'était un bébé. Puis bon, il y a une petite fille de 6 ans qui arrive, donc il y a quand même un sacré décalage. Et ils ont ce fantasme de suite que cet enfant l'aime de suite. Et ça se passe pas comme ça, en fait. Ça se passe pas comme ça, parce que vous êtes très choyée, mais votre nouvelle vie, elle est marquée par des terreurs nocturnes. Ouais. Vous vous réfugiez sous leur lit la nuit. Vous avez un rapport compliqué à la nourriture. Par peur de manquer, vous stockez la nourriture dans votre chambre, mais jamais ils ne relèvent, en tout cas, ils ne vous en font part pour pas vous humilier. Et puis, comme vous le dites, vous avez une forme de rejet de votre mère adoptive qui se combine à tout ça. Donc, l'adoption n'est pas du tout ou toute blanche ou tout noir. Ça se passe bien, mais ça se passe mal aussi. C'est du cas par cas. Ouais. C'est du cas par cas. C'est vrai qu'on parle d'adoption en général, mais c'est des adoptions, c'est des histoires d'adoption. Parce que l'enfant, il a vécu aussi une histoire... qui ne peut pas s'effacer. Qui ne peut pas s'effacer. Tout dépend de ce qu'il a vécu aussi en institution, comment s'est passé aussi son abandon. Après, la famille aussi adoptive, qu'est-ce qu'elle a vécu aussi. C'est vrai que mes parents, leur accouchement a été assez long. Ça a duré presque 10 ans, donc ça a été long aussi pour eux, rempli d'espoir, de désespoir. Et puis... ça n'a pas été évident, ouais. Donc en fait, l'adoption, c'est vraiment... alors moi, je parle toujours de tripartie. Pour moi, l'adoption, c'est une tripartie parce que c'est bien sûr l'enfant, il y a la famille adoptive et puis la famille biologique. Et ces 3 histoires, voilà, moi, c'était vraiment important de l'évoquer dans L'Enfant et le dictateur, ces 3 histoires qui se rencontrent au moment donné. Le 20 décembre 1989, vous êtes évidemment en France, c'est la veille de Noël, les caméras de télévision du monde entier sont braquées sur la Roumanie, on assiste à la chute de Ceausescu, vous avez 13 ans et vous assistez à ce déferlement d'images. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Je crois que c'est un élément déclencheur très fort dans votre histoire. C'est vrai qu'à l'âge de 13 ans, je n'étais pas très bien dans ma peau. Je savais qu'il me manquait beaucoup de choses, mais je n'arrivais pas à mettre des mots, je n'arrivais pas à les exprimer. Je le vivais un peu comme une solitude, un isolement. Et puis, il y a cette révolution, ça m'a renvoyée à mon pays. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et c'est à partir de là, je me suis dit, mais faut que je recherche des informations sur mon histoire. Pourquoi j'ai grandi en institution? Qu'est-ce qui fait que j'ai été abandonnée?
quelle est l'histoire de ce pays pour que ma mère ou mon père biologique en arrive à ça en fait. Vous décidez d'aller en Roumanie, oui, vous avez pas 18 ans. Oui. Comment vos parents adoptifs prennent cette décision de votre part, même s'ils s'y attendaient probablement, ils savaient qu'un jour ou l'autre vous poseriez des questions ou que vous vous intéresseriez à la Roumanie, à vos parents biologiques. Comment ils réagissent? Ils n'en ont pas trop parlé, surtout ma mère, mais je sais que pour elle c'était une crainte. Et puis eux, ils avaient quand même, je veux dire, la Roumanie, ils ne gardaient pas forcément un bon souvenir. Ils ont été quand même assez marqués parce qu'ils n'étaient pas du tout préparés à la situation de la Roumanie, oui, où il y avait une pauvreté extrême. Ils étaient tout le temps suivis par la Securitate, donc ils n'étaient pas du tout préparés. Donc ils ont été quand même assez traumatisés. Et la Roumanie, il ne fallait pas trop leur en parler. Et bon, ça, je l'avais très bien perçu. Donc du coup, j'avais trouvé une combine, c'est-à-dire partir avec une association. Oui, un convoi, presque un convoi humanitaire en voiture avec des camions pour apporter des cartables, des livres à des écoles sur place. C'était exactement ça. Et comme ça, j'étais sûre de pouvoir partir et qu'eux soient aussi sécurisés. Et qui me laisse faire vivre mon expérience. Et vous l'ont laissé faire, évidemment. Ouais. Vous êtes partie à plusieurs reprises en étant toute jeunette, à peine 18 ans pour la première fois, puis 20 ans, puis 23 ans. Vous le disiez, vous parlez de misère dans ce pays qu'est la Roumanie. C'est le pays le plus pauvre d'Europe à l'époque. Quand vous vous retrouvez sur place, dans cet environnement, qu'est-ce que vous vous dites ? J'étais sur le choc. Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que voilà, quand on est à peine majeur, moi j'étais très candide aussi, mais j'étais dans ce fantasme que, voilà, comme je disais, voilà, il y a la révolution, tout va mieux, oui. La Roumanie, ça s'est arrangé en l'espace de 4-5 ans, et puis non, pas du tout, et j'étais vraiment horrifiée de voir le contexte, la pauvreté, et j'étais très marquée aussi par l'environnement, je veux dire les villes qui étaient très lugubres, très sombres, très marquées par l'histoire, et ça m'a... Et quelque part, quand j'ai passé la frontière la première fois, j'avais peur de revivre en fait ce que j'avais revu. Donc au début, je me suis dit, mais t'étais complètement folle de... Vous avez pensé faire marche arrière presque? Presque, ouais. Presque. Puis j'ai dit non, c'est l'occasion. Puis bon, j'étais entourée, donc, oui. Mais il ne m'a vraiment pas du tout laissé indifférente ce premier voyage. Alors on ne va pas dévoiler le contenu du livre dans le détail, mais à force de recherche, après avoir abattu certains mensonges qu'on vous donnait, qu'on vous transmettait en Roumanie, vous finissez par retrouver vos parents biologiques, votre mère d'abord, et puis votre père quelques années plus tard. Avec lui d'ailleurs, les retrouvailles ont été plus heureuses qu'avec votre mère biologique. Quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec eux ? Alors c'est vrai que ce que je voulais expliquer dans le livre, mettre en avant que voilà, c'est vrai que c'est fondamental de chercher, enfin je veux dire quand on est dans cette quête, c'est extraordinaire de trouver la réponse. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces réponses, comment on se construit. Et moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour déjà réaliser qu'Anna était vraiment vivante aussi. Anna, votre mère biologique. Ma mère biologique. Il y a aussi des complications parce qu'il y a la barrière de la langue. Donc, vous ne parliez plus à l'époque le roumain? Je ne parlais plus et je le parle. J'ai encore des blocages. Pour me protéger, j'en ai pris conscience aussi que c'était pour me protéger parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas forcément envie d'entendre. Et du coup, avec Anna, ça a été très difficile parce qu'on avait vraiment cette barrière de la langue et ce problème de communication. Donc elle me racontait des choses, mais j'avais l'impression elle ne vous disait pas tout, qu'elle me disait pas tout, qu'elle me disait pas la vérité. Et du coup, moi, je me suis vraiment braquée contre elle jusqu'à quasiment rompre le lien. Puis jusqu'au jour, quand j'ai fait le tournage du film L'enfant du diable, j'ai eu vraiment un traducteur qui lui a posé des questions de façon très détaillée. Et à partir de là, j'ai vraiment compris que je l'ai énormément jugée. Oui. C'est vrai que j'ai vraiment culpabilisé. Et c'est avec le temps aussi que j'ai compris qu'en fait, elle a vraiment eu une vie... dramatique, où elle a été rejetée, où elle a été violentée aussi par sa famille, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai pas été facile. J'ai eu peut-être un peu ce côté un peu trop égoïste aussi.
de victime, parce qu'on est victime, on se sent victime. Après tout, hein, on a vécu un abandon, Bien sûr. C'est des comportements, des réactions tout à fait normales. Mais non, maintenant, j'ai envie de lui donner le meilleur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que mes deux mères se sont rencontrées l'année dernière. Anna va revenir là, cette année. En France. En France, parce que je l'ai décidé. C'est vrai que mon père, il voulait la rencontrer, il voulait la remercier de m'avoir donné la vie en fait. Hein. Et puis ça n'a pas pu se faire puisque bon, voilà, la maladie l'a emporté. Oui. Mais moi, j'étais pas forcément prête. Et puis j'ai voulu le faire. Je l'ai fait aussi pour mon fils. Parce que, oui, vous êtes devenue mère vous-même il y a quelques mois. Il y a quelques années. Il y a quelques années, il est tout petit encore. Il a 4 ans et demi. Ouais. Mais voilà, je me dis après tout, ça lui appartient aussi. Voilà, si à cette rencontre, voilà, faut qu'il la vive le plus tôt possible. Et voilà. Est-ce que vous diriez que vous êtes en paix aujourd'hui avec vous-même? Oui. Et même, je dirais que l'écriture de ce livre m'a beaucoup fait du bien, même si ça a été douloureux. Ouais. Parce que c'est difficile en fait de mettre des mots sur des souffrances, sur des violences qu'on croit avoir oubliées, mais qui sont bien quand même présentes. Et qui peuvent ressurgir. Qui peuvent ressurgir à tout moment. Et c'est vrai que j'ai de la chance que mon co-auteur ait su bien le retranscrire comme je le voulais. Mais justement, merci aux internautes qui nous suivent actuellement de poser vos questions, parce que Julie dit, est-ce que l'écriture de ce livre a été bénéfique pour vous comme une thérapie? Oui, on peut le voir comme ça, oui, bien sûr. En fait, ça a été un cheminement. Moi, j'ai commencé à écrire en 2011. J'avais vécu un peu, on va dire, une humiliation professionnelle qui m'a renvoyé beaucoup de choses sur ma propre histoire, sur mon passé. Et à partir de là, j'ai eu cette envie d'écrire, de vomir un peu ma colère, et ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est après que j'ai construit et que j'ai eu cette envie de raconter mon parcours, ce cheminement, et puis toutes les rencontres qui se passent autour. Les rencontres assez extraordinaires aussi, hein, donc voilà. Naomi s'interroge, elle demande, avez-vous eu l'occasion de revoir d'autres enfants de l'orphelinat dans lesquels vous étiez? On pense à Claudio, ce petit garçon qui vous accompagnait la première fois que vos parents adoptifs sont venus vous voir. Vous aviez 4 ans, ce petit garçon était peut-être de votre âge, vous entendiez très bien. Oui, au début, alors c'est rigolo parce que Claudio, je m'en rappelais très très peu. Mais mes parents, ils me disaient qu'ils étaient persuadés que c'était mon frère. Ouais. Donc je pense qu'on va avoir vraiment un lien d'attachement très 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 fort. Et ils ont voulu l'adopter, mais lui, il n'était pas adoptable puisqu'il avait une famille. Et je pense que pendant mon enfance et pendant mon adolescence, j'ai ressenti un manque et j'en ai pris conscience pendant l'écriture en fait que Claudio, c'est peut-être lui qui m'a beaucoup manqué plus qu'on le croit. Et c'est vrai que j'avais toujours un manque d'un frère. Oui. Et je l'ai vraiment ressenti quand j'ai retrouvé mon frère biologique. Oui. Je me dis, oui, parce que votre père biologique s'est marié avec une femme avec laquelle il a eu un fils et avec qui vous vous entendez très bien. Oui. Alors, par rapport à mes parents biologiques, ce qui est intéressant de voir, c'est que mon père biologique, il était plutôt il venait d'un milieu plutôt, comment dire, il était footballeur professionnel. Et ma mère, elle était plutôt d'un niveau social un peu plus pauvre. Donc bon, ils se sont rencontrés. Je pense, moi je crois au fond de moi qu'il y a eu de l'amour entre eux, mais ça n'a pas duré, malheureusement, parce qu'il avait une autre femme. Et il s'est marié très peu de temps après, qui est toujours sa femme, Monica, et ils ont eu 2 enfants, Niki et Nicoletta. Pour revenir à Claudio, vous n'avez donc jamais revu cet enfant devenu adulte, ni même d'autres enfants que vous auriez pu côtoyer à l'époque? Alors, de mon institution à Alba Julia, non.
Par contre, je rencontre beaucoup d'adoptés nés en Roumanie, puisque une fois que j'ai eu bouclé la boucle, oui. j'ai eu cette envie de m'intéresser à des histoires d'adoption. Oui, vous avez créé en 2015, on va le préciser, avec Laura Giraud, une autre jeune femme qui a été adoptée comme vous. Vous avez créé l'association française des orphelins de Roumanie, à Fort, pour tendre la main justement à d'autres adoptés roumains. Oui, on s'est rendu compte, Laura, elle avait créé un espace un blog, un espace de parole, parce qu'elle s'était rendue compte que ça manquait crucialement pour les adoptés adultes. On s'est rendu compte que oui, on parle des adoptés, mais à partir de 18 ans, 19 ans, dès qu'ils sont adultes, on ne parle plus du tout, et que souvent les problèmes commencent à cet âge-là. Et que voilà, il y avait cet espace de parole a mené à des constats que beaucoup étaient vraiment dans cette quête des origines, mais ils exprimaient aussi beaucoup de questionnements, de souffrances dans leur parcours, dans leur histoire. Et c'est comme ça qu'on a eu envie de cofonder cette association. Donc aujourd'hui, on travaille avec les autorités roumaines pour cette quête des origines, pour faire un dossier administratif, mais c'est vraiment accompagnant, quoi. Je crois que vous avez accompagné depuis la création de cette association près de 200 familles, 200 personnes. On a eu plus de 200 demandes. C'est du cas par cas. Il faut des gros moyens humains, des gros moyens financiers. Et ce qui est difficile, moi je trouve, c'est cette gestion des émotions. Oui. C'est-à-dire que voilà, il y a un adopté qui nous sollicite, qui nous parle de son histoire, nous ça nous parle. Et des fois je me pose la question si dans notre accompagnement on est juste. Si vous avez assez de recul. Si on a assez de recul et si on répond aussi correctement dans leurs attentes. Est-ce qu'on cerne bien aussi leurs besoins? Je ne suis pas vraiment sûre. Donc je pense que sur cette thématique, il y a beaucoup de choses à faire, à innover, je pense, aussi bien avec les professionnels, avec les chercheurs aussi, les adoptés, les adoptants, puis aussi les familles biologiques qu'on n'oublie pas, et puis pourquoi pas aussi les fratries, parce qu'on les oublie aussi. On va laisser à Neila la dernière question aujourd'hui. Elle vous demande dans quel état psychologique vous êtes aujourd'hui, si vous pouvez le définir. Oh, moi, je suis bien. Je suis... non, moi, je suis bien parce que je me suis réconciliée avec mon histoire et avec mon passé. Donc, voilà, et ce livre, c'est aussi une introduction... c'est vrai qu'on parle plus des orphelins de Ceausescu, mais il y a toute une génération aujourd'hui qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de comprendre aussi l'histoire. J'avais envie de leur offrir ça. Merci beaucoup pour cet entretien, Marion Leroy d'Agen. Merci pour votre témoignage. Je recommande vivement aux internautes votre livre, votre histoire, L'enfant et les dictateurs, édité chez Belfond, en collaboration, une écriture à 4 mains, on va dire, avec Xavier-Marie Bonneau, que vous avez cité pendant cet entretien. C'est un livre qui est disponible en librairie dès ce 15 février. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore, Marion. Merci. C'est génial. C'est génial. Bonjour.